Je dis, ramène-le maintenant qu'il ne meure pas, s'il te plaît. Quand il était sous comme ça, en fait, il ne voulait plus manger. Il arrivait à faire 3 jours sans se laver. C'est moi qui le tirais du lit pour l'emmener à la douche. T'imagines? Je me suis rendu compte qu'il me trompait, le gars. J'ai tellement entendu des femmes qui ont été tuées parce que le conjoint ne voulait pas qu'elles partent. J'ai dit, oh, là, ils mourront pas avec ça. Après, mon cœur battait tellement fort, je me suis mis à pleurer. La peine de ma vie. Oh là là, le gars était sous à mort. Alors que quelques jours avant, j'avais fait les courses, j'avais fait à manger pour qu'on mange et tout. Pour le 31 décembre, j'ai mangé toute seule. J'ai pas dormi la nuit, j'ai fait que pleurer. Olga, à quel moment est-ce que tu as compris que tu n'étais plus en sécurité dans ta relation? Alors, en principe, je me suis rendu compte du moment où je n'avais plus la paix en moi et que je rentrais du travail avec la peur de le trouver mort ou autre chose parce qu'il était tellement en fait alcoolique que je me suis dit qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui. C'était tout le temps comme ça? C'était dans les derniers temps. Parce que, en fait, au début, il buvait vraiment sans plus. Mais à la fin, c'était très grave parce qu'il buvait dans le lit. La chambre était pleine d'odeurs d'alcool. Tout était sombre. Hein. En fait, il n'allumait même pas la lumière. Il était dans le lit, cloîtré là, sous à mort. Ouais, parce que je me suis dit, je ne peux plus. Et on n'avait plus de conversation non plus. Hein. Il n'y avait plus rien du tout. On ne parlait pas. On dormait certes dans le même lit, mais on ne se parlait plus parce que tout le temps, il était sous. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien que je reste là. Et moi, je voulais en fait avoir une vie convenable. Et donc, moi, j'ai décidé de partir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de relations de couple. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olga. Olga va partager avec nous une réalité difficile qu'elle a vécue dans son couple à l'époque. Alors qu'elle pensait soutenir son conjoint qui était dans une situation délicate, qui vivait une maladie, Olga va se rendre compte qu'il y a d'autres réalités cachées, notamment une addiction. Petit à petit, la relation va basculer dans la peur au point de s'effriter jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ce n'est plus son conjoint qu'elle doit sauver, mais sa propre vie. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous partager son témoignage? Tout simplement parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Olga. Bonjour Florence. Bienvenue sur Résonance. Merci beaucoup. Sur Résonance, on a un petit rituel. Oui. C'est de te faire compléter une phrase. Super. Et la phrase que j'ai pour toi, elle dit ceci. Ce que personne ne sait sur cette histoire, c'est que... C'est que je ne l'ai pas raconté. Jusqu'à présent? Oui, en fait, je l'ai raconté à mon groupe de prière à l'époque. Hein. Et puis à mes sœurs un petit peu, mais en complet, non. Ah ouais. Voilà. Donc on aura l'exclusivité aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ah, exact. Génial, merci pour la confiance. Est-ce que tu peux te présenter à nous dire ce que tu fais dans la vie? Je suis Olga Minguel, je suis infirmière en ce moment même. Et puis je suis aussi business consultante. Et je ne sais pas quoi dire encore. Non, mais c'est très bien. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous vous rencontrez avec ton ex-compagnon? Alors, nous nous sommes rencontrés sur Mythique, un site de rencontre. Donc, je m'y suis inscrite, je crois que dans les années 2000, entre 2008 et 2009. Et donc, je l'ai rencontré en milieu 2009, en fait. Voilà, et donc on a vécu séparément. Et après, en fait, on s'est mis en couple début 2010. Et comment ça se passait entre vous à ce moment-là? Ça se passait, il y avait quand même des petites disputes. Je me suis dit peut-être que c'est parce qu'on est nouveau, en fait on est nouvellement en couple et qu'il arrive toujours des petites choses où il y a des étincelles et tout ça. Mais voilà, mais c'était pas grave en fait. Donc, quand vous mettez ensemble, tout va bien, relation, voilà. Vous vivez ensemble. Sauf que, à un moment donné, tu vas constater que... Enfin, tu vas découvrir le poteau rose. Exactement. Donc ça survient à quel moment et comment?
Alors, ça survient à quel moment? Déjà, on vivait ensemble, donc on avait acheté un bien. On avait acheté un appartement ensemble en région parisienne. Et donc, on y est resté pendant 5 ans. Après, on l'a vendu. Et après la vente, on s'est installé en Normandie. D'accord. Voilà, donc on a acheté aussi donc, un bien là-bas. On a emménagé dans la maison fin 2016, hein, en septembre à peu près. Et donc du coup, c'est en janvier qu'on a su qu'il était malade, qu'il avait en fait un cancer. Et donc du coup, moi j'étais déprimée, hein, vraiment déprimée. Je me suis dit, mince, alors en fait, c'est pas bon. On vient d'arriver dans la nouvelle maison et puis là, il Ouais. tombe déjà malade. Et donc voilà, je me suis dit, bon, je suis infirmière, je vais prendre sur moi. Donc je l'accompagne, voilà. Et puis il y avait aussi ses parents aussi qui étaient là, hein, Qui donc était là. qui étaient très proches. Mm, Et mm. donc voilà, donc on l'a pris en charge. Maintenant, moi je lui ai dit, en fait, il a eu une seule cure de chimio. D'accord. Donc du coup, pour moi, c'était pas en fait énorme, hein. En principe, les malades, ils ont beaucoup de cures, mais lui, il en a eu en fait une seule. Donc c'était Mais pas mal. lui-même, il a vécu comment cette annonce-là qu'il Alors avait un lui, cancer? pas très bien. Au début, c'est vrai qu'il paraissait stressé. Et donc, je lui ai proposé, en étant moi-même infirmière, je lui ai dit, en fait, j'ai déjà pris en charge des patients qui ont le cancer. Maintenant, il faudrait que tu prennes un rendez-vous avec une psychologue. Je lui ai même proposé, moi, d'appeler. En fait, j'avais vu sur Internet que dans notre ville, il y en avait 2, 3 comme ça. Je lui ai dit, bon, je te prends un rendez-vous. Ah non, 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 je m'en occupe moi-même. Je me suis dit, voilà. À la fin, je trouvais qu'il ne prenait pas de rendez-vous. Je me suis dit, bon, on fait quoi? Tu prends ou pas un rendez-vous? Je lui ai dit, il te faut une psychologue pour un suivi. Même si tu auras une seule cure, mais c'est important, en fait, que tu aies, en fait, alors un suivi. La cure, il n'avait pas encore fait, hein. Non, non, en fait, Mais c'était avant. Oui, voilà, c'était le temps de la faire que tu voilà. sentais le stress, que ça n'allait pas. Exactement. Et, Exactement. Oui. Et donc, du coup, il n'a jamais pris de suivi psychologique. Je me suis dit, bon, j'espère que ça va aller. Et à la fin, donc, il a eu sa cure. Donc, après la cure, en fait, il s'est mis en arrêt, hein. Donc, il avait un arrêt de 2 mois. Donc, un truc comme ça. Je l'ai pris en charge. En fait, il était souvent à la maison seul parce que je travaillais en 12 heures, donc c'est pas évident. Voilà. Mais par contre, tout pour moi, en fait, allait bien. Mais ça n'allait pas du tout parce que ça, je ne le savais pas. Alors, on est rentré de vacances au mois d'août, on était parti à Lyon. Ça, je crois que c'était 2019, je crois. Oui, oui, il me semble que c'était 2019 avant la Covid. Et donc, on part en vacances, on a fait une dizaine de jours à Lyon. Tout allait bien, on s'est amusé, tout ça, tranquille et tout. Oui. On rentre un jour, un week-end, un samedi. Je rentre des courses, il me dit, bon, on va aller faire un petit tour pour faire les magasins. En fait, moi, j'étais allée toute seule pour faire les courses et lui, il était tout seul à la maison. Voilà, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on mange bien et puis à la fin, on s'en va. On fait les magasins, voilà. Et après, il me dit, bon, allez, on va prendre un petit verre dans un pub là à côté. Ok. On a pris juste un verre de bière chacun. D'accord. Alors, ce qui se pose, c'est que quand à la fin, il a fait des gestes bizarres, c'est comme s'il était sous, je me dis c'est bizarre, il a pris un seul verre et je trouve qu'il met les mains en l'air comme ça. En fait, il avait des gestes très bizarres. On termine, on sort du pub et à la fin, en fait, on était parti avec mon véhicule. Et c'est lui qui conduisait, je lui ai donné les clés, je lui ai fait confiance. Ok. Et à la fin, en rentrant à la maison, à 5 minutes de la maison, on s'est fait arrêter par la police. Ils ont sifflé, waouh, waouh, tu dis, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui ne va pas. Et après, on l'a fait souffler, et moi aussi. Et lui, il avait beaucoup Ouais, il de avait doses beaucoup. d'alcool sur lui. Donc, les Donc, gestes qu'il faisait là, tu as compris que c'est voilà. parce que... J'étais très mal. J'avais un grand stress, j'étais stressée. J'ai dit, c'est pas possible. Et donc, lui, en fait, il est rentré dans le véhicule De en la fait, de la police. Et moi, j'ai pris mon véhicule, je les ai suivis. Donc, en arrivant et tout, on l'a interrogé pendant à peu près 1 heure. Il sort de là, donc ils nous disent, bon, on vous enlève le permis, tout ça. Et donc, on lui a enlevé le permis. On rentre à la maison.
en fait, il faisait de la nuit, hein, parce que quand on est sorti du pub, il faisait 18h, je crois, quelque 18 chose. heures. Et donc, en rentrant à la maison, il faisait nuit. Je crois qu'il était déjà presque 21h, hein, et tout ça. Et on arrive. Mais avant même de rentrer à la maison, sur le trajet, en fait, Sur toi, tu le réagis trajet, comment sur le trajet, quand alors, tu découvres que... j'étais tellement paniquée que je n'ai rien dit. Ah, De tout tu le l'observais. c'est moi qui conduisais en partant, Oui. en repartant à la maison, mais je n'ai rien dit. J'étais tellement choquée. J'étais en train en fait, je m'étais en train de me demander qu'est-ce qui ne va pas. Et il y avait tout le film là dans ma tête qui passait. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bon, on arrive d'abord à la maison. Lui, il était comment? Il ne s'est pas justifié. Il était dans son coin, la tête contre la fenêtre en fait, de la voiture comme ça. Il était là. On arrive à la maison, on se gare et tout ça, on rentre dans la maison. Je lui dis, mais en fait, explique-moi, comment se fait-il que tu es sous? Et c'est là où il me dit qu'il avait déjà bu avant que je vienne des courses. J'ai dit, waouh. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as demandé d'aller boire encore? Et donc, c'est pour ça que tu es sous. Et après, il me dit, non, je vais me suicider, tout. J'ai dit, il n'y a pas de suicide ici. J'ai dit, ben écoute-moi, moi, je vais aller me laver. Donc là, tu essaies de comprendre et tout de suite, ce qu'il te sort, c'est qu'il va mettre fin à ses jours. Oui. Et donc, je me dis, mais non, en fait, je lui ai dit, non, il faut que tu puisses faire tout ce qu'il faut pour reprendre tes points et il n'y a pas de raison. Je lui ai dit, c'est ta faute parce que tu avais bu en double. Tu as déjà bu à la maison, pourquoi tu allais boire encore avec moi? Il dit ça parce qu'on lui a retiré le permis. Il Oui, est c'est fâché, ça. donc c'est Oui, pour oui, ça c'est qu'il ça, c'est sort ça. cette raison-là. Exactement. Wow. Donc, du coup, je me suis dit, non. J'ai dit, écoute, moi, je vais me laver et puis après, on va reparler. Le temps que j'allais me laver, je n'avais pas pris longtemps, j'ai pris 10 minutes max. Je me lave, je sors de la douche, je m'habille et tout. Et je le cherche nulle part. Je sors dans le jardin, dans le garage, personne. J'ouvre le portail, je dis, bon, je vois s'il n'est pas en la rue. Personne. En fait, avec moi, j'avais pris une torche. J'ai dit, mais où est-ce qu'il est passé? Oh là là, je me suis dit, mince. J'avais beaucoup de films dans la tête et tout. Oui, je parce me suis que dit, toi, tu n'avais pas pris ça au sérieux, tu pensais j'avais pas que... pris ça au sérieux parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, j'ai dit, qu'est-ce qu'il est parti faire? Je me suis dit, est-ce que je dois appeler les parents? J'ai dit, non, je n'appelle pas les parents. J'ai dit, je vais juste appeler Dieu. Parce que je me suis dit, en fait, en ce moment, heureusement que j'étais en train de prier. Et donc, du coup, je priais beaucoup donc à ce moment-là. Et je me suis dit, non, il faut que je puisse appeler la personne qui va vraiment m'aider et c'est Dieu. Et donc, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, ramène-le là où il se trouve. Je dis, toi, tu sais où il se trouve maintenant. Moi, je ne sais pas. Ramène-le maintenant, qu'il ne meure pas, s'il te plaît. J'ai prié pendant presque 2 heures. Hein. Waouh, pendant tout ce temps, il venait pas? Il venait pas. Il s'est présenté seulement à minuit et quelques. C'est là où j'ai arrêté de prier. Il avait les clés avec lui, il a ouvert la porte et tout. Je suis allée voir, c'était lui. Quel soulagement. Oh mon Dieu, j'ai jamais été aussi stressée comme ça. Ça m'avait miné. Je peux dire que j'ai vieilli en 2 ans. Je pense que j'avais déjà vieilli. Parce que le stress m'avait enveloppé dans les cellules en fait. C'était horrible en fait. Wow. Ah oui. C'était vraiment horrible. Justement, parce que là, je viens de me rappeler, tu disais qu'il était proche de sa famille, donc ses parents sont ici. Oui. Lui, il est de quelle origine? En fait, il est français. Il est français, d'accord. Et donc, toi, quand tu te dis non, je vais prier, je vais pas informer ses parents, c'est parce qu'ils sont loin et tu as peur qu'ils s'inquiètent? Ils étaient dans une ville qui n'était pas proche de chez nous. C'était à peu près à 1 heure, on va dire. Et comme son père, il avait des problèmes de vue, je me suis dit, la nuit, s'il sort, alors il aura un problème, quoi. Donc, c'est pas bon. Ouais, c'était pas le lieu de les inquiéter. Donc, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, après, il arrive, je me suis dit, mais où est-ce que tu étais? Je me suis inquiétée, tout ça. Il m'a dit, il a fait le tour en haut, là-bas, des forêts et tout. Il avait emmené avec lui une corde. En fait, il voulait se pendre. Et donc, il m'a dit, en fait, il n'a pas trouvé d'arbre bien pour se pondre. Il dit, mais là, en fait, je suis en train de rire, mais à l'époque, non, je ne pouvais pas rire. Je ne pouvais pas rire, j'étais tellement stressée que c'était waouh. Ça fait peur, tu te dis, mais... Exact. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su qu'il buvait et c'était pire qu'avant. En fait, au lieu d'être mieux, c'était de pire en pire parce que monsieur
acheter de l'alcool pour boire. Ça dit que là, maintenant, il ne se cachait plus. Il ne se cachait plus, il buvait dans le lit. Alors, tu peux dormir dans la nuit, on entend gloup, gloup, gloup. En fait, il avait ses bouteilles avec lui, il buvait en pleine nuit de l'alcool fort. Et donc, du coup, moi, ça me dérangeait pour l'odeur et pour lui parce que après il devait tomber malade, encore pire que ça. Parce que après, ses parents sont arrivés, donc ils ont dit non, il faut que tu ailles en cure, en fait. Oui. Et donc, du coup, donc on l'a emmené en cure. Mais moi, j'ai dit à leurs parents, j'ai dit, la cure ne servira à rien. Parce que lui, ce qu'il a, c'est un problème spirituel. Oh, qu'est-ce que je n'avais pas dit? Ils m'ont dit non, toi avec Dieu là, et tout, il faut arrêter ça et tout, non, et tout. J'ai dit non. En fait, là, ce que je dis, c'est sérieux. C'est vrai que les cures sauvent les gens, ok, mais lui, c'est un problème spirituel. Voilà. Mais ça pouvait être aussi une dépression, tout ça. Il y avait tout en même temps. Il a fait d'abord une première cure, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il buvait encore plus qu'avant. Il faut qu'on clarifie. Parce que je me disais, mais c'est parce qu'il était malade qu'il s'est enfoncé petit à petit dans l'alcool. Du tout. Mais non, il était déjà guéri. Il était déjà guéri. Et là, il s'est enfoncé petit à petit dans cette addiction-là. En effet. Et l'idée, c'était qu'il fasse la cure. Qu'il fasse la cure, en fait, pour se désintoxiquer de son alcoolisme. D'accord. Et donc, il en a fait en tout 3 cures. 3 cures. Donc, il a fait une première cure, parce que les cures, ça durait en principe 1 mois et demi à peu près. Okay. Et donc, moi, entre-temps, j'étais toute seule à la maison. J'avais personne avec moi. Et donc, du coup, il a fait une première cure. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il s'est remis à boire encore et tout. Et la deuxième cure, il y est encore allé. Ça n'a pas fonctionné. Alors, qu'est-ce qui fait quand que ça ne fonctionne pas une cure? Enfin, ça ne fonctionne pas. Enfin, les cures ne fonctionnent pas pour les personnes qui ont des problèmes spirituels. En fait, si c'est spirituel, ce n'est que la prière qui peut faire qu'on puisse être bien. Mais lui, je lui disais, bon, viens avec moi, on va prier. Il ne voulait pas prier et il ne voulait jamais que je prie devant lui, en fait. Donc, je me disais, bon, quand il est dans la chambre, moi, je me mets dans une autre salle, comme ça, je prie tranquille. Voilà, et même une fois, il a menacé la dame avec qui je priais. Parce que moi, je priais entre minuit, 23h30, on va dire, entre 23h30 et 2h du matin. Donc, on priait 3 fois la semaine et tout ça. Et donc, il se lève de son lit là-bas. Moi, j'étais dans le salon, donc il ne pouvait même pas m'entendre. J'avais refermé toutes les portes. Il est venu, il s'est énervé, fâché et tout. Il m'a arraché le téléphone. Il a insulté la dame et tout. J'ai dit non, je te reprends le téléphone. Donc, j'ai repris j'ai dit, écoute, va dormir tranquille. Toi, tu as su comment qu'il avait un esprit? Est-ce que tu as une révélation ou c'est... Alors, mauvais esprit, pourquoi? Parce qu'un jour, je rentre du travail. Il était assis sur le canapé. En fait, il était sourd. Je lui dis bonsoir. Il ouvre les yeux, il me regarde, un regard qui n'est pas le sien. Et il me parle une langue que je ne comprenais pas. Il me dit, je n'ai pas compris. Il répète la même chose, mais dans une langue que je ne comprends pas. J'ai dit, oh non, lui, il est ailleurs. Wow. Ok. Donc la troisième cure, oui. La troisième cure, il y est allé pourquoi? Parce que, en fait, après la deuxième, il était sous tous les jours. Il n'allait plus au boulot. Il avait déserté le travail, en fait. Il n'y allait plus. Et puis, ce qui était dangereux, c'est que un jour, apparemment au travail, parce que moi, je ne le savais pas. J'arrive un soir, je rentre du travail, je me dis, bon, je prends ma douche et tout, et je vois qu'il a des yeux rouges. Je dis, mais je te trouve avec les yeux rouges. C'est bizarre quand même. Et c'était bizarre, pourquoi? Parce que pour moi, quand il rentrait, il buvait et puis après, il dormait. Mais ce jour-là, il était à la douche et après, il sort de la douche avec des yeux rouges. Je dis, mais pourquoi tes yeux rouges comme ça? Il me dit, non, en fait, c'est rien. Mais il était aussi très menteur, hein, donc voilà. Parce que là, c'était horrible. Mais les autres fois, quand il buvait, il n'avait pas les yeux rouges? Non, en fait, ça n'avait pas l'air rouge. Hein. En fait, il était tout le temps en train de dormir. Donc voilà, mais là, il était réveillé, tout ça, mais avec des yeux d'une rougeur un peu bizarre, donc un peu spéciale. Et donc, après... Je me dis, bon, je me prends un pull, c'était en hiver, hein, et donc je me dis, bon, je prends mon pull dans le placard et tout. Il y a une feuille qui tombe de sa poche de veste, je crois. Et je lis urgence de je ne sais plus où c'était. Et la date, en fait, c'était le jour même. Je lui demande, attends, je prends la feuille avec moi, je lui dis, regarde, je viens de trouver ça.
Alors, comment se fait-il que tu étais au travail et là, je trouve une feuille où marqué que tu étais Aux urgences. aux urgences. Il me dit, oui, en fait, il s'est endormi dans le parking du travail, dans sa voiture, et il était sous. Et c'est pour ça que ses collègues de travail l'ont emmené aux urgences. Waouh! Et des urgences, on lui a mis une perfusion et puis après il est revenu. J'ai dit, mais ça c'est très grave. Je dis, mais ça, tu sais que tu peux perdre le travail avec ça. Ouais, mais J'ai dit, tu peux pas te permettre de boire au boulot. Ben oui, en fait, c'est dit qu'il est arrivé à un stade où Ah il là n'arrivait là. plus à se contenir et en pleine journée. Il pouvait plus. Au Il pouvait travail. plus se contenir. Waouh. C'était horrible en fait. Et donc, on avait une cave à vin en bas. Je me suis dit, bon, comme il boit comme ça, moi j'ai pris tous les vins qu'il y avait là. Il y avait une dizaine à peu près. Hein. Et je mets dans mon coffre de voiture pour qu'ils ne prennent pas. Mais le malin, je ne sais pas comment il a fait pour savoir. Je crois qu'il avait fouillé partout, il n'est pas trouvé. Il a fouillé mon sac à main, il a pris mes clés de voiture. Il a pris tous les vins qui étaient là. Et moi je ne savais pas. Hein. Et un jour, je me suis dit, je crois 3 jours après, je me suis dit, bon, je cherche mon sac. En fait, j'ai ouvert mon sac pour aller au travail la veille. Donc, c'était le soir déjà, je crois que c'était 22h. Je fouille mon sac. Je me suis dit, je vais mettre tous mes trucs en place et tout ça. Je fouille mon sac, il n'y a pas de clé. Je dis, comment ça? Et lui, il était assis sur le lit tranquille. Il me regardait. Son regard me disait, c'est moi. En fait, j'ai pris tes clés. Je me suis dit, écoute, sors mes clés tout de suite. Je vais les voir tout de suite, sinon je vais m'énerver. Alors, il me regarde, il grimace. Il m'a dit, non, en fait, c'est pas moi. En fait, c'est pas moi. J'ai dit, sors-moi les clés tout de suite. J'ai regardé sous le lit. Il n'y en avait pas. J'ai dit, sors-moi les clés tout de suite. Tu me sors les clés ou je pète un plomb. On s'est disputé. J'ai dit, donne-moi les clés parce que moi, demain, je travaille. Hein. Tu me donnes mes clés. Et il les a sortis. Il me dit, en fait, que j'ai pris tous les vins là. J'ai dit, mais, ah oui. J'ai dit, ah, donc, en fait, il a fini. Il a ouvert mon coffre. Il m'a dit, j'ai pris tes clés pour ouvrir le coffre parce que je cherchais mes vins. Waouh! J'ai dit, ok. Attends, J'ai dit, bon, récupère les vins, tu restes avec. 2 choses. Déjà, mais comment on peut s'imaginer que le vin est caché dans la voiture? C'était fort. Je me dis, mais waouh. Jusqu'à maintenant, je me dis, mais comment il a fait pour savoir que je l'avais pris avec moi? Alors que moi, ce que j'ai fait, j'ai vu qu'un jour, il dormait profondément. J'ai pris tous les vins qu'il y avait dans la cave. En fait, c'était la nuit. Hein. J'ai mis ça dans mon coffre à voiture. Ben ouais. Ah oui, c'était quelque chose. Ou bien vous avez des caméras de surveillance? Non, on n'en avait pas. Wow. Donc, je me suis dit, waouh, c'est fort quand même. Hein. Maintenant, le deuxième point, avant que tu ne continues, c'est, mais quand tu veux faire une bêtise, c'est un peu comme un voleur. Quand on vole, on efface les traces. Donc lui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas remis les clés de ton sac? Il aurait dû. Il a gardé les clés. Je n'aurais pas su. Mais là, waouh, je me suis dit, c'est pas vrai. On arrive à un stade où il n'y a pas de retour là. Waouh. Voilà. Et donc, après, avant qu'il aille en troisième cure, et qu'est-ce qu'il a fait? Un jour à midi, en fait, j'étais en pleine prière. J'étais en train de faire un jeûne de 21 jours. C'était juste pas loin des 21e jours. Là, je crois que c'était le 20e jour à peu près. Waouh, tu es forte, hein? Parce que ça, il faut le souligner. J'ai fait tous les jeûnes. Pour le sauver, je me suis dit, comme je prie là, je m'étais mis dans la prière, mais comme il n'y a jamais vu là. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Waouh. Jeûne Esther, 3 jours sans boire ni manger. Ça, en tout cas, je l'ai fait plusieurs fois. Tu l'as fait. Jeûne de Daniel, j'ai tout fait, 21 jours. Ah, je me suis dit, mais c'est quand même corsé ça. Et donc, j'étais au 20e jour de mon jeûne. Je vois ses parents en plein midi, comme en fait, on leur avait remis les clés. Et donc, ils sont entrés directement. Et moi, je sortais de la douche. Je me suis dit, bon, je m'habille. Et lui, il était affalé là-bas, au canapé, sous comme jamais. Ses parents rentrent et tout. Après, moi aussi, je viens, je leur dis bonjour et tout. Je dis, bah, regardez, hein, là, il est encore sous, hein, voilà. Mais eux, ils disaient quoi par rapport à ça, son état? Son état, c'était dû... Enfin, moi, je pensais qu'il croyait que c'était dû par rapport à son cancer. Non, ils m'ont prouvé que c'était à cause de moi. Ils m'ont accusé ce jour-là. Ils m'ont dit, oui, c'est à cause de tes prières. Là, il faut aller prier dehors. Ne prie plus dans la maison. J'ai dit, écoutez-moi. Moi,
J'ai acheté cette maison avec lui. Je paye un crédit avec lui. Donc, tant que c'est moi qui paye le crédit ici, personne ne va me demander de prier dehors. Attends. Bon, ça peut arriver, je me trompe peut-être, mais depuis que la prière pousse quelqu'un à devenir alcoolique. Justement. Bon, je comprends pas. Donc, eux, ils t'accusent d'être la personne Voilà. qui l'aurait poussé dans cette addiction. Voilà. À la limite, on m'aurait dit, c'est parce que vous vous disputez, il y a des soucis dans le couple, mais rien de tout ça. Et donc, après, elle m'a accusée, elle m'a dit, oui, toi, tu pars en jeûne et prière pendant des semaines. Non, c'était 3 jours maximum. En fait, avec mon groupe de prière, on se voyait en fait une fois le mois, ensemble. On priait pendant 3 jours et après je revenais à la maison. Mais avant de partir, je m'assurais que j'avais bien fait mon ménage, que j'avais préparé pour 3 jours. Il avait tout, petit déjeuner, dîner. Tout était prêt dans le frigo et il le savait. Je lui dis, tout est là. Si tu veux manger, il y a ça. Tout était là. Et je me débrouillais pour faire les courses parce que je me débrouillais pour aller toute seule acheter mes courses, mais dans la voiture, remplir tout dans le frigo. Jusque-là, tu ne t'énervais pas. Dans tout ce que tu me racontes, tu ne t'énervais pas. Tu le soutenais. Tu priais même pour lui. Mais c'est ça. Tu faisais tout. Oui. Et toi, derrière, on t'accuse et... Voilà. J'ai oublié autre chose. Parce que quand il était sous comme ça, en fait, il ne voulait plus manger. Il y avait des fois... il arrivait à faire 3 jours sans se laver. C'est moi qui le tirais du lit pour l'emmener à la douche. T'imagines? J'étais infirmière. Moi, infirmière, à la maison... Et aussi au travail. Et j'étais obligée de le tirer pour le faire asseoir sur la table, sur la chaise pour manger à table. Quand je vois ça, je dis, mais comment j'ai eu la force? Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir cette force-là, mais je dis, mais c'est pas possible. Faut qu'on se rende compte. Je prends le temps de ralentir, de marquer une pause parce que tu vas vite et il faut qu'on prenne le temps pour que les gens comprennent. C'est pas facile d'aider une personne malade. Oui. Malade qui n'a pas ses moyens, ses capacités. Mais là, on va dire l'addiction, ça peut être considéré comme une maladie. Voilà. Mais on est typiquement dans cette situation d'aidante où tu dois tout faire pour la personne parce qu'elle n'est plus autonome. Non. Quand on le forçait pas pour aller à la douche, tu le vois pas. Un jour, il voulait pas, j'ai dit, écoute, je l'ai tiré avec tous les draps. En plus, j'avais la force. Je l'ai tiré avec tous les draps. Je dis, bon, là, mon gars, on va se lever, on va se laver. Parce que moi, je ne peux pas dormir en fait, avec une odeur à côté de moi. Non. En fait, là, ce n'est pas possible. Il ne travaillait plus? Il a perdu le boulot? Il avait laissé le boulot complètement. Il avait abandonné son boulot. C'était catastrophique. Et vous faisiez comment? Du coup, c'est toi qui assurais tout avec... En fait, heureusement que je travaillais, oui. Il avait toujours son argent. En fait, sa mère s'est arrangée avec son travail pour dire qu'il était malade. Et donc, il était en arrêt, en fait. Donc, voilà. Okay. Donc, j'étais obligée de le tirer avec le drap du lit. Je tirais tous les draps jusqu'à la douche. Je dis, bon, allez, on va se lever, on rentre dans la douche et tout ça. Allez, je mets de l'eau, allez, on prend... Donc, alors un gant, je lui dis, allez, donc on prend le gant. Il veut pas, je te frotte le dos, allez, on se lave, et puis on... Je dis, mais non. Ouais, c'est dur. Ouais. Et quand on quitte, en fait, quand on lave son conjoint comme ça, quand on voit son conjoint malade dans un état comme ça, quand on arrive même à le laver, à le tirer pour qu'il vienne manger, on ne ressent plus rien du tout. Parce que, franchement, moi, j'avais plus du tout, en fait, une attirance envers lui. Du tout. En fait, c'était fini. Ouais, c'était fini. Et justement, pourquoi est-ce que tu étais restée tout ce temps-là? Alors, je suis restée tout ce temps-là parce que je m'étais dit, changer de conjoint, ça ne me va pas parce que je veux être stable. Je me suis dit, bon, je comprends qu'il soit malade, je vais en fait tout faire pour qu'il aille bien. Le soutenir. Mais c'était pas ça qu'il fallait faire, en fait. Je l'ai compris à la fin parce que ça ne changeait pas. Et moi, en fait, ce qui m'a décidé vraiment à partir vite, c'était le jour où ses parents sont arrivés en plein midi et que j'étais en jeûne. J'étais au 20e jour de jeûne. Et donc, du coup,
Ils m'ont dit, oui, il faut aller prier dehors, c'est à cause de toi, avec tes prières, tout. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai levé ma main au ciel comme ça, je leur ai dit, si c'est Dieu qui m'a envoyé pour prier, c'est pas vous qui allez me dire de ne pas prier. J'étais là debout et lui, mon conjoint, il dormait, hein. Il s'est levé, il est venu m'attraper au col comme ça. Il m'a dit, ne parle pas comme ça à mes parents. Je dis, tu sors, tu n'as plus rien à faire ici. Il m'a poussé vers la porte. J'ai résisté. Je suis revenu droit. Je lui ai dit, arrête. Je lui ai dit, je ne veux pas qu'on se batte ici. Arrête. Je leur ai dit, écoutez, moi je repars à la prière. Donc au revoir. Je suis repartie dans ma chambre. Et la scène, c'était au salon. Au salon. Et toi, tu es retourné. Et je repars dans la chambre. Je prie 5 minutes après. Il pousse la porte avec les pieds. Bam! Et ses parents avec lui. Il rentre. Il s'approche de moi. Il me pousse. J'étais à genoux. Hein. Il me pousse. Je suis allée tomber de l'autre côté. J'ai dit, je suis en jeûne. Je ne peux pas. Je peux rien faire. Je me suis remis à genoux. J'ai continué à prier. Et ses parents me disent, ah, elle est folle. Et donc, du coup, ils sont sortis. Après, ils sont sortis. Comme ils trouvaient que, franchement, je ne réagissais pas. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et donc, ils sont partis. Moi, j'ai continué ma prière tranquille. J'ai fini. Et donc, quand il m'avait pris par le col, là, quand il m'avait ramené vers la porte en disant qu'il faut partir, j'ai entendu une voix qui m'a dit, une voix intérieure, hein, qui m'a dit, c'est le moment de partir. Je me suis dit, effectivement, c'est le moment de partir. C'est là où je me suis dit, j'ai tout donné. J'avais tout donné, hein, mon énergie, mon temps et la prière, tous les jeûnes et prières, tout. Je me suis dit, maintenant, il faut que je m'occupe de moi parce que j'ai une vie aussi. Et donc, c'est ce jour-là que j'ai décidé que je devais partir. C'était la première fois qu'il te violentait aussi. Ah oui, on ne sait jamais. En fait, on n'était pas encore arrivé à ce point-là. Sauf, il y avait en fait un épisode, c'était entre la première cure et la deuxième. Je me suis rendu compte qu'il me trompait, le gars. Sans blague. Non, je suis passée par tous les états quand même. Attends, sans blague. Ah oui, malgré tout, malgré tout ça. Là. Une après-midi, je ne travaillais pas. Je me suis dit, bon, je me fais une sieste. En fait, je dormais toujours avec la porte de la chambre ouverte. Et lui, je me réveille vers 16h30 et je vois la porte de la chambre fermée. Je dis, comment ça s'est fermé? Je me lève, j'ouvre la porte et je vois que la porte qui donne du couloir à l'autre côté là-bas, c'était fermé. Je dis, comment ça se fait? Et je m'approche, je l'entends parler Non. Je dis, il parle avec qui? J'ouvre discrètement. Je l'entends et en fait c'était avec une femme. Et la femme lui disait, en plus il avait mis le haut-parleur. Non mais je t'assure. Il avait mis le haut-parleur et la dame lui disait, mais je te trouve pas bien aujourd'hui. En fait, je te trouve pas la même personne. Hein. Là, je te trouve différent hein, et tout. Waouh! Et après, il s'est levé. Il a dit à la fille, oui, je te montre comment en fait il est le jardin. Je dis, comment il est le jardin? Il veut montrer en fait à une dame le jardin. Je l'ai laissé, il est passé par la cuisine. Moi, j'étais là tranquille, mais le cœur tambourinait. J'avais jamais eu ça de ma vie. Ça bombardait mon cœur. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Et il passe par la cuisine et tout. Il ouvre la porte de la cuisine qui donnait en fait au niveau du jardin. Il lui montre et tout ça. Je sors en bas, bim, je frappe la porte comme ça. Il dit, tu parles avec qui? Ah non, je parle. En fait, il donne le nom d'un ami qui est en fait au nord. J'ai dit non. J'ai entendu une voix de dame. Montre-moi tout de suite. Il a éteint le téléphone. Ah, si tu reprochais rien, il est revenu vers le salon. Je lui ai dit, montre-moi tout de suite, c'est quoi? Ouvre-moi ton téléphone là. Je veux voir qui c'est. Il ne voulait pas. Je me suis battue avec lui. C'est le seul jour. On s'est battu, on est tombé par terre. Non. Je voulais prendre le téléphone. Il cachait. Non. Wow. À la fin, le monsieur, il m'a jamais donné. Je n'ai jamais pu avoir le téléphone. Il a pris le téléphone, il a cassé ça devant moi. Waouh! Je lui ai dit, donc, la femme là avec qui tu parles, elle est très importante. Hein. Je lui ai dit, écoute, moi, je m'en vais. C'est le jour où je lui ai dit, je m'en vais. Et là, tu vas l'appeler elle viendra vivre ici, elle va payer le crédit là, que je suis en train de faire maintenant là.
En Oui, fait, ça, tu l'as menacé, mais tu es je resté l'ai quand même, même. oui, mais je suis vraiment partie quand il est allé en troisième cure. Parce que quand ses parents l'ont vu, le jour où en fait il m'a pris Oui. par le col et tout ça, en fait ils l'ont pris avec eux, ils l'ont emmené chez eux. Et de là-bas, ils devaient l'emmener en cure. En Donc cure. à la troisième cure. D'accord, Et ok. moi, je suis restée toute seule. Mais tous les jours, on parlait ensemble. Avant même que tu ne continues, tu constates clairement qu'il te trompe. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu as le courage de rester? Alors, j'avais le courage de rester. Pourquoi? Parce que je me suis dit, en fait, à ce moment-là, le problème qui s'est posé à moi, c'est que j'avais plus confiance en moi. Je me suis dit, est-ce que je vais trouver encore un homme? Je me trouvais tellement laide. En fait, il me regardait plus. Il me touchait plus, il me regardait plus. Je me suis dit, je pense que je ne vais plaire à personne. Wow. Donc, je me suis dit, comment je fais? Si je pars, je vais aller où? Et je vais en fait avoir qui comme homme? Je me disais, mais moi, j'ai presque... Parce qu'à ce moment-là, j'avais quel âge? Je crois que j'avais 45, il me semble, oui, voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, mais avec qui je vais aller à mon âge? Je ne sais pas qui est-ce que je vais avoir. Et tout ça, tu le gardais pour toi seul? Il n'y a pas quelqu'un à qui tu te Oh là confiais, là. une amie, Je ne une sais sœur? pas. J'ai mes 3 sœurs ici, en France. Et elles n'ont jamais su que j'avais un problème comme ça à la maison. J'en avais jamais parlé. Oh. J'avais tellement honte. C'est-à-dire, il y avait la honte qui faisait que je ne pouvais pas parler. Au travail, les gens ne savaient pas. Je ne racontais pas ma vie, en fait. Et mes sœurs non plus. Je parlais avec elles au téléphone et tout. Mais Personne ne savait. pas. Personne. Ma mère, en fait, elle était en fait au pays. Mais jamais je parlais avec elle, quoi, toutes les semaines. Mais je lui disais jamais que ça ne va pas dans mon Que ça couple, qu'il y a va ça, pas. ça. Non. Ils ont su seulement quand je suis sortie de là. Quand tu es sortie. C'est impressionnant, hein? Mais j'ai pris mon courage. J'avais tellement peur. J'avais honte et peur. J'ai dit, mais si ils savent que je n'ai plus personne, que je n'ai plus de maison, que je vis toute seule, mais en fait, ils vont me voir comme rien du tout, quoi. J'avais tellement honte, en fait. C'est comme si on avait écrit ici, honte. Et même, des fois, je me dis, mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai pu supporter un truc comme ça? Mais c'est pas possible. Ouais. Surtout, ce qui a fait que je me suis dit, vu son comportement, comment il est, je ne veux pas partir le jour où il est là. Je me suis dit, je profite comme là, il est en troisième cure, qui n'est pas là. J'ai attendu combien? 5 jours avant qu'il vienne. On parlait presque tous les soirs au téléphone. Ok. Et donc, j'ai ramassé mes affaires, mon frigo. J'ai pris tout ce qui était à moi, j'ai ramassé. Il y a même des... J'avais acheté des marmites, tellement des marmites. Il y a même ceux-là. J'ai abandonné ça là-bas. Et donc, j'ai pris vraiment que ce dont j'avais besoin, en fait. Et après, j'ai tout ramené là où j'étais. Parce qu'entre-temps, j'ai d'abord, en fait, j'ai trouvé un endroit où vivre. Et je me suis dit, je vais vivre seule, certes. Je me suis dit non. En fait, comme Dieu m'a donné la force de sortir de là, c'était une relation toxique qui était en train de me tuer à petit feu. Et il va me donner la force de vivre toute seule. Je dis, je ne vis pas toute seule, mais je vis avec Dieu. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis partie de là, c'est en fait à ce moment-là. Parce que j'ai tellement entendu des femmes qui ont été tuées parce que le conjoint ne voulait pas qu'elles partent. J'ai dit, oh, là, ils ne m'auront pas avec ça. J'ai dit, là, je profite. Comme il n'est pas là, j'arrange tout et puis je pars. Donc, dans ta tête, tu te disais que ça pouvait arriver? Oui. À quel moment tu en arrives là? Alors, à quel moment? Parce que déjà, là où on vivait, il avait frappé alors en fait un voisin. J'étais au boulot. Ça arrivait toujours quand j'étais au boulot, mais je dis, mais j'ai vécu un enfer en fait. Je pense qu'il devait aller 3 jours après en cure. Et c'est lui-même qui a appelé une ambulance parce qu'il avait tellement frappé. J'ai dit, j'ai dit ça là. Il m'a expliqué que c'est le fils des voisins qui ne vit presque, en fait, pas là avec les parents. Et il vit ailleurs, mais il vient de temps en temps voir ses parents. Et ses parents, en fait, non, ses parents étaient en vacances ou ailleurs. Et donc, lui, il était là en train de tendre la pelouse. Il a tellement fait du bruit que lui, ça l'a énervé. J'ai dit, mais comment? J'ai dit, mais lui, il vit dans sa maison. Comment tu peux sortir pour aller frapper un gars de l'autre côté? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit plusieurs fois, mais il n'a pas entendu. Je dis, mais ferme, s'il n'entend pas, tu t'enfermes dans la maison, tu restes tranquille. Il t'a pas dérangé, le gars. Donc, il est sorti de chez nous pour aller frapper le gars là où il était. Il a frappé à mort. Et je dis, non.
J'ai dit oui. Wow. J'ai dit, j'ai vraiment fait un mauvais choix. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ça là, quand je pars, personne ne saura. Ni un chat, ni un chien. Franchement, ce qui m'a soutenu, c'est la prière. Et puis, il y avait une autre anecdote qui était vraiment jusqu'à maintenant. Je me dis, heureusement que j'ai prié à l'époque. Parce que, enfin, je prie encore, hein, mais à l'époque, c'était le 31 décembre 2020. Parce que moi, je terminais souvent à 19h le travail. Je prends la route. Et donc, j'arrive à un moment. Et donc, sur la route, on pouvait rouler à 110 à l'heure. Et j'arrive. En face de moi, je vois une voiture qui s'est arrêtée. Wow, en plein milieu sur la route. En plein milieu, je dis, c'est pas possible. Et sur ma droite. Sur ma gauche, heureusement qu'il y a personne. J'ai bifurqué quelques secondes avant, bam, je suis partie directement. Après, mon cœur battait tellement fort, je me suis mis à pleurer. Il y a de quoi? Je suis arrivée à la maison, la peine de ma vie. Oh là là, le gars était sous à mort, alors que quelques jours avant, j'avais fait les courses, j'avais fait à manger pour qu'on mange et tout. Pour le 31 décembre, j'ai mangé toute seule. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait que pleurer. Lui en fait, il était à côté de moi. J'ai pleuré. Vers 1h du matin, j'ai pris ma Bible, je commence à lire. Après, en fait, j'étais bien. Ça t'a apaisé. Et après, je suis repartie au boulot parce que je travaillais encore. J'ai travaillé le 1er janvier. Donc, toute la nuit, je n'avais pas dormi. Mais c'était, en fait, je me sentais tellement seule. Je dis, mais comment se fait-il qu'on vit à deux, mais j'ai personne avec qui parler, en fait. En plus, tu viens d'échapper à la mort. Là, et la personne qui va te consoler, te réconforter, est dans un état... en fait, alcoolique, quoi. Donc là, quand tu décides de quitter, tu prends ton logement. Parce que tu avais un crédit sous la main, donc tu fais comment? Tu arrêtes de payer le crédit? Non, en fait, je n'ai pas arrêté. Comme, en fait, j'ai continué à payer le crédit pendant le temps que, en fait, j'étais à l'ailleurs, parce que j'ai payé le crédit pendant quoi? Parce que moi, j'ai quitté en juin 2021, et donc j'ai payé le crédit jusqu'au mois de novembre, parce qu'en décembre, on a mis en vente, en fait, on l'avait mis en vente, en fait. Donc, on a mis en vente, et voilà. D'accord. Ouais. C'est pour ça que c'est important aussi d'être stable financièrement. Oui, voilà, tu serais resté emprisonné. Exactement. Là. Quand on rentre dans un foyer, même si tu as un mari milliardaire, il faut avoir quelque chose qui vient de toi, de ta transpiration, en fait. C'est toujours comme ça. Quel impact tu penses que cette situation a eu sur toi en tant que femme? Alors, quel impact? Ça m'a permis de rebondir, en fait. Parce que lorsque la chose s'est produite, quand il était en dépression, qu'il était en fait alcoolique, ça m'a permis de prendre en même temps la place de la femme et de l'homme. Parce que en fait, j'étais toute seule là. On vivait à deux, mais j'étais seule. Donc ça m'a appris à être indépendante du fait de, comment on appelle ça, d'être seule en fait. Il y a des gens qui ont du mal à vivre tout seul, en fait, qui, même moi, hein, parce que je ne me voyais pas. Dans ma vie, je ne m'étais jamais mise toute seule, en fait, vivre seule. J'ai toujours été avec mes sœurs et tout. Quand j'étais, en fait, en Afrique, j'étais avec mes parents. Mais vivre toute seule, c'est l'expérience que j'ai faite. C'est quand j'ai quitté mon ex-conjoint et que je me suis mise toute seule. Voilà. Mais c'était vraiment pour que j'aie la paix. J'avais besoin de ça. Comment est-ce que tu as regagné confiance en toi? Alors, en fait, il n'y a pas que la prière. Il y a aussi le fait que un jour, je scrollais sur Facebook et je vois une dame noire qui parle et tout. C'était Lady Sonia. Je ne la connaissais pas. Je l'ai connue en 2023. Je regarde et je dis, mais ça, c'est qui? Je me suis dit, en fait, elle est américaine ou quoi? Et quand j'entends qu'elle est congolaise comme moi, je me dis, mais je ne la connais pas, cette dame. Elle avait fait un témoignage d'une fille et tout, en fait, qui était une jeune fille donc américaine et tout ça. Et après, je me dis, mais ça, c'est intéressant. Donc, je suis allée voir sur Internet qui en fait, donc elle était en train de faire du coaching. J'ai dit, c'est super. Et elle avait fait une formation de 21 jours et tout ça, c'était en mai 2023. J'ai profité, je me suis dit, allez, je vais faire la formation. Ça m'a redonné confiance en moi. Hein. Parce que franchement, quand je voyais un homme, quand je suis sortie de la relation, quand je voyais un homme, je me disais, donc en fait, t'es un connard. Encore un connard. En fait,
Je détestais les hommes, mais d'une manière, je me dis, mais c'est pas possible quand même quand on arrive à ce point. Même, en fait, au fond, moi, je me disais, mais pourquoi je vais détester? Ils ne sont pas tous pareils, en fait. Et c'est quand j'ai fait ces 21 jours de formation, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Oui. Donc, j'ai repris... Ouais, j'ai repris la confiance en moi. Si. Tu t'es fait accompagner. Parce que, tu vois, entre l'image de la femme que tu décris qui n'avait pas confiance en elle et la femme qu'on voit, on se dit, en fait, non, il y a un grand gap. Oui, il y a un grand dit, écart. Il faut qu'elle nous dise, parce que ça peut aider aussi, tu vois, d'autres femmes Exact. qui sont dans cette situation. Et il faut qu'elles retiennent qu'elles n'ont pas à traverser ça seule. Voilà, c'est ça. Si on doit retenir quelque chose que toi-même tu as retenu de ton expérience, ce serait quoi? Alors, en gros, ça serait... déjà, ça débute par le choix du conjoint. Moi, pour ma part, j'ai fait l'erreur de choisir une personne par la chair, c'est-à-dire que par le visage, en fait, il avait des beaux yeux bleus, et voilà. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il faut sonder, et puis à l'époque, quand je l'ai choisi en 2009, je n'étais pas ancrée dans la prière. Je priais superficiellement, on va dire, pas en profondeur. Parce que quand tu fais un choix de conjoint, même dans la vie, hein, que ce soit un travail ou encore autre chose, hein, il faut demander l'avis de Dieu. C'est important d'avoir une relation avec Dieu, pouvoir entendre Dieu. Oui. Et quand on a une relation avec Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas choisir n'importe qui, en fait. C'est très important. On arrive à la fin du podcast. Et sur Résonance, on a un rituel de fin. Okay. Donc, c'est de te lire le mot de l'invité précédent. Le message dit ceci: croyez en vous. Écoutez votre instinct tout en confortant vos hypothèses. N'hésitez pas à aller chercher l'information auprès des personnes qui détiennent la connaissance du domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer. Exact. Et surtout, passez à l'action. Ne restez pas dans le doute. Là, c'est très important. En fait, il faut pouvoir avoir la force et le courage de chercher. C'est vrai qu'on ne cherche pas beaucoup. Hein. On ne cherche pas énormément. Lorsqu'on est ancré dans une relation de couple, on stagne un peu. Enfin, il y a des fois, on stagne un petit peu. Mais il faut aller chercher pour améliorer, par exemple, la relation. Parce que c'est vrai que même donc au niveau du travail ou même de l'entrepreneuriat, il faut pouvoir chercher des compétences, des connaissances. Parce que si on reste au même point, les autres, ils vont te dévancer, mais à une vitesse extraordinaire. Il faut tout le temps apprendre, en fait. En tout cas, merci, comme je le disais tantôt, merci pour ce témoignage. Bravo à toi. Merci beaucoup. D'avoir eu le courage de sortir de là, de te relever, de te battre pour toi-même, pour ta vie. Est-ce que tu as un dernier mot, un mot de fin que tu veux adresser avant qu'on ne dise au revoir? Alors, ce que je voudrais dire à toutes les femmes, que ce soit des adolescentes, jeunes filles, femmes, des femmes plus âgées que moi, on est des femmes de valeur. Toutes les femmes ont une valeur. Surtout pour celles qui se disent que voilà, je ne sais pas, je suis trop vieille, je suis trop ça. On n'est jamais trop ça. Dieu nous a formés pour être l'aide de l'homme. Et une personne qui est une aide, c'est une personne très forte. Donc, pour toutes les femmes qui m'entendent, qui me regardent, en fait, les femmes, nous devons nous lever, en fait, et faire ce qu'on a envie de faire. Et faire dans le bon sens. Et jamais, plus jamais, que personne ne vous dise que tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Non, nous sommes des femmes de valeur toutes, sans exception. Très beau message de fin. En tout cas, merci pour ces bons mots. On te souhaite une belle continuation. Merci. Et pourquoi pas trouver l'élu. Voilà. Tu l'as dit, on a toutes de la valeur et tu le mérites amplement. Merci. Que Dieu continue de veiller sur toi, d'être au centre de ta vie et qu'il te guide dans tes choix et dans ta vie. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu sur Résonance. Hein. C'est vraiment sympathique. Avec plaisir, merci. Si toi qui nous écoutes, tu vis une situation difficile, une relation de laquelle tu sens que tu dois t'extirper, il n'est pas trop tard. Elle a réussi à le faire. Tu peux aussi le faire. Et rappelle-toi que tu n'es pas seule. Il y a beaucoup de femmes qui te soutiennent. Mais il y a aussi Dieu si tu as la foi. Accroche-toi à lui
Et surtout, rappelle-toi qu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle mérite d'être vécue pleinement. Rappelle-toi que tu as de la famille, rappelle-toi que tu comptes pour certaines personnes et rien que pour ces personnes-là, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas t'oublier. Tu dois prendre soin de toi et sortir de là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez bien soin de vous et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye! Bye bye.